Hello, bonsoir tout le monde et bienvenue dans ce live Twitch du studio Flamboyance. Pour rappeler le concept, pour ceux qui arrivent seulement en cours de route, mais ça va, on a un peu le temps. Le studio Flamboyance, c'est un studio de podcast que je suis en train de créer. J'ai aujourd'hui 2 podcasts à mon actif. Le podcast Dormir, où j'interviewe des gens sur leur rapport au sommeil, et le podcast Matrimoine, où on explore avec un ensemble de personnes que j'ai interviewées le patrimoine porté par les femmes, l'héritage culturel des femmes que les femmes opèrent sur le territoire du nord de la France, donc Valenciennes, autour de Valenciennes, Lille, Roubaix, de l'autre côté l'Avesnois, après on ira de plus en plus loin. Mais ce sont donc ces 2 projets-là qu'on met en route. Je suis tout seul pour le moment dans le studio, mais un jour je vous parlerai des développements futurs. Quoi qu'il en soit, c'est toujours un énorme bonheur de faire ce live tous les lundis. Donc rendez-vous tous les lundis à 19h. Ouh, l'image n'est pas bonne, il faut que je refasse. C'est bien le lundi à 19h qu'on écoute les podcasts de la semaine. Cette semaine, une semaine plutôt normale, on a un podcast qui est sorti, un épisode du podcast Matrimoine, où on va parler cette fois-ci de sororité. Pour replacer un petit peu dans le contexte, la semaine dernière, j'ai sorti un épisode avec une interview d'Isabelle Delcroix-Nollet, qui est une femme qui a créé sa propre entreprise. Oh, ça sonne. Une femme qui a créé sa propre entreprise qui s'appelle Lead Up, bienvenue dans l'ère de l'égalité, dont le but est de faire de la formation et d'intervenir dans les entreprises, spécifiquement sur la question de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Et donc, tout au long de son interview, elle nous racontait son parcours, où elle a commencé à travailler dans les assurances, puis pour le service public, où là, elle a commencé à apporter ses premiers... ses premiers, non, ce n'est pas ses premiers d'ailleurs, mais elle a commencé dans les assurances, mais elle a commencé à apporter de manière vraiment importante des projets d'égalité professionnelle en travaillant pour l'État. Et enfin, elle a choisi de créer sa propre société, son propre organisme pour pouvoir faire ça et avoir une marge de manœuvre et de liberté qu'elle n'avait pas dans le service public, parce que ce sont tout simplement des actions qui sont complémentaires entre le service public et l'entrepreneuriat, ou en tout cas des initiatives privées, qu'elles soient associatives ou entrepreneuriales. Et donc, dans l'épisode de la semaine dernière, l'épisode 7 que je vous invite à écouter, on entend qu'elle mentionne l'importance des réseaux pour les femmes dans les entreprises, qui est un problème qui est structurel, qui est un problème aussi d'intériorisation des difficultés que les femmes en tout cas peuvent intérioriser, donc du coup ne pas se comporter de la même manière que les hommes d'une manière générale, de refuser aussi de jouer le jeu de la compétition, que les entreprises en elles-mêmes mettre des bâtons dans les roues à des femmes de manière volontaire ou non d'ailleurs, mais il n'empêche que c'est des cas qu'on retrouve souvent. Et c'est globalement des choses, l'entreprise, ça fait plusieurs épisodes, depuis l'épisode 4, on en parle vraiment. C'est des choses qu'on retrouve pas mal. Et là, avec Isabelle Delcroix-Nollet, on avait envie de parler, elle me parlait en tout cas des réseaux et de qu'est-ce qu'on pouvait faire avec ces réseaux. Et de comment est-ce que les femmes, en s'organisant collectivement, peuvent atteindre des objectifs qu'elles se sont fixés. Et dans l'ensemble des autres interviews que j'ai menées, on entendait comme ça d'autres exemples de ce que moi j'ai appelé les exemples de sororité ou d'adelphité. Donc la sororité, c'est un terme d'ailleurs qui est plutôt ancien, qui est l'équivalent féminin de la fraternité. La fraternité, c'est la solidarité entre frères. La sororité, c'est la solidarité entre sœurs. Et l'adelphité,
Enfin, c'est la solidarité entre personnes, quel que soit leur genre. Et donc, c'est non excluant, que ce soit pour les hommes, les femmes, mais également les personnes qui ne se reconnaissent dans aucun de ces deux genres, les personnes non-binaires, fluides, etc. Les personnes transgenres ou en cours de transition aussi, par exemple, sont inclus dans l'adelphité. Alors, je ne suis pas spécialiste de la question, je crois que adelph veut dire la matrice, dans le sens que ce sont des personnes qui viennent de la même matrice, que ce soit l'utérus, par exemple, dans le cas de frères, sœurs, siblings, comme diraient les Anglais. Mais ça peut être porté à l'échelle d'une société. Et il y a même... la sororité, c'est un terme qui a été repris notamment par les féministes dans les années 60-70 pour revendiquer justement cette forme de solidarité spécifique. Et aujourd'hui, dans les milieux militants, moi j'entends plus parler d'adelphité, qui est un terme que j'aime bien. Et il y a même le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes qui avait proposé de changer la devise de la République française, liberté, égalité, fraternité, en liberté, égalité, adelphité. Pourquoi pas d'ailleurs, ce serait intéressant, en tout cas ce serait plus incluant ou inclusif pour tout le monde. Alors, je propose tout de suite de commencer à écouter l'épisode du jour, qui est donc cet épisode sur la sororité, donc dans lequel on va surtout entendre d'ailleurs les Corinne Porte et Marine Huguet, donc respectivement directrice et chargée de l'accueil des publics aux Archives nationales du monde du travail, qui exposé comme ça, on a quand même pas mal parlé d'archives, on peut retrouver ça dans des épisodes aussi précédents. Et là, elle m'exposait encore des cas qu'elles avaient dans leurs archives, particulièrement de solidarité féminine. Et donc, on va s'écouter ça. Je cherche l'épisode et je vous le diffuse. C'est, encore une fois, pas le bazar, mais c'est quand même pas si évident que ça. Dans mes... je suis bête, je vais aller sur Spotify, ce sera plus simple. Dans mes affaires d'ordinateur. C'est toujours super arrangé. Voilà, Spotify. Alors, encore une fois, je suis désolé, je ne lancerai pas le logiciel Reaper qu'on voit en fond d'écran qui est mon logiciel de montage, parce que si j'essaie de lancer avec ça, ça fait tout bugger, ça marche pas du tout. Je pense que mon ordi est un peu vieux, il a 9 ans, alors il marche excellemment bien, mais n'empêche qu'il y a 9 ans le streaming c'était pas en tout cas ce que c'est aujourd'hui, et je pense que les processeurs le gèrent pas si bien que ça, processeur carte graphique. Donc Matrimoine, je l'avais ici. Matrimoine, hop, quelques exemples de sororité. C'est parti. Vous écoutez un podcast du studio Flamboyance. Bonjour chers auditeurs, je suis Louis Duruflé et bienvenue dans ce 8e épisode sur le matrimoine dans le Hainaut. Le matrimoine est constitué de la mémoire des créatrices du passé et de la transmission de leurs œuvres. L'égalité entre femmes et hommes nécessite une valorisation de l'héritage des femmes. Dès lors, matrimoine et patrimoine constitueront ensemble notre héritage culturel commun, mixte et égalitaire. Chaque semaine, nous découvrirons des personnes qui témoignent de la mémoire des femmes et nous participons ainsi à ce grand travail collectif de transmission. La semaine dernière, Isabelle Delcroix-Nollet nous a raconté son engagement tout au long de sa vie pour l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment avec sa société Lead Up. Elle nous explique l'importance des réseaux pour les femmes dans l'entreprise. Elle utilise même le terme de sororité. J'ai sélectionné ici donc un témoignage des Archives nationales du monde du travail, nous démontrer quelques moments où les femmes ont choisi l'action collective, ensemble. Bonne écoute. Après, on peut présenter d'autres documents. Alors, il y en a un qui est intéressant, là, c'est le groupement des épouses d'artisans et des commerçants du Nord, parce que pendant très longtemps, c'est les travailleuses de l'ombre, hein, oui. Toutes ces femmes qui aidaient
leur mari artisan ou leur mari commerçant qui travaillait autant que lui et qui n'était pas du tout reconnu. Il faut savoir quand même que c'est une loi de 1982 qui a reconnu l'activité professionnelle des épouses d'artisans et de commerçants. Alors dans le nord de la France, elles s'étaient regroupées. Alors je ne sais plus trop quand a été créée l'association. C'était en 75. En 75, donc l'association a été créée. Et voilà, et elles ont fait du lobbying, comme on dirait maintenant, pour pouvoir être reconnues en tant que salariées et ayant une activité professionnelle auprès de leurs époux et surtout leur ouvrir des droits. Donc des droits à avoir un salaire, donc cotiser et puis pouvoir toucher également une retraite le jour où elles cessent leur activité. Donc ça, c'est un fonds qui est aussi extrêmement intéressant. Ce groupement a été créé en 75 par une épouse d'un boulanger-pâtissier. Et là, on est en 2008 et en fait, le groupement a terminé ses activités en 2008. Et donc, je pense que c'est la dernière photo en fait des dernières membres du groupement, qui posent là comme ça pour la postérité. Exactement, pour la postérité, pour garder un souvenir. Et donc, quand on met ça face à ce document ici, donc c'est un document tapé à la machine et en fait, c'est leur manifeste. Donc je pense que c'est leur toute première réunion, parce qu'on voit en plus c'est sur des feuilles qui ont été en partie réutilisées, des feuilles d'une qualité, d'une pas très bonne qualité, donc on voit vraiment que c'est leur début. Et en fait elles se sont réunies et puis elles parlent de leurs problèmes. Donc elles disent que la femme d'artisan c'est quelqu'un dans l'entreprise artisanale c'est aussi l'affaire d'un couple, etc. Et donc elles expliquent à quel point elles ont du mal à exister, puis surtout leur besoin d'être reconnues. Et on a là un dossier qui date des années 80 et vraiment comme disait Madame Porte, c'est vraiment le pur lobbying comme on peut l'imaginer, c'est-à-dire qu'il y a la correspondante avec le député un député du Nord sur ce projet de loi qui deviendra la loi de 1982 sur les statuts des épouses d'artisans et de commerçants. Donc on voit vraiment que c'est se mettre tous ensemble pour réussir à faire progresser notre statut social, quoi. Et on peut penser qu'elles ont réussi. Elles ont réussi. Parce que la loi est passée en 82, effectivement. Oui, et portée par le député de la circonscription. Et portée par le député de la circonscription qui a entendu leurs revendications. Et d'ailleurs, ici, Madame Thérèse Turot, c'était la présidente de ce groupement et elle était du côté de Saint-Amand-les-Eaux. Donc c'est vraiment un groupement qui a pris sa source, en tout cas du côté de Valenciennes, même s'il était pour tout le département du Nord. Michèle Perrault, historienne, précise bien que les femmes ont toujours travaillé. La valorisation, abusive mais signifiante, du travail dit productif au XIXe siècle a érigé en seules travailleuses les salariés et a relégué dans l'ombre de l'auxiliariat conjugal boutiquières et paysannes, dite plus tard aide familiale. Ce travail gratuit réalisé dans l'ombre est reconnu en 1982 par l'action d'Yvette Roudy, alors ministre déléguée aux droits des femmes dans le gouvernement Pierre Mauroy II, sous la présidence de François Mitterrand. Les conjointes d'artisans et de commerçants obtiennent un vrai statut de chef d'exploitation au même titre que leur mari. La sociologue Alice Barthez a déclaré que cette loi avait, je cite, « ouvert un espace d'identité a priori insoupçonné pour les épouses. En étant des associés, et pas seulement des époux, les conjoints peuvent organiser leurs relations selon une autre structure que la seule alliance matrimoniale pour individualiser les tâches et leurs responsabilités professionnelles. Fondamental. Et de ce fait, ça a renforcé des phénomènes plus anciens d'organisation collective des femmes. Ceci dit, elle n'était pas pour autant complètement inactive. Ce qu'on a là ici, une autre photo, donc cette fois-ci c'est un tirage qui date probablement des années 50 et qui documente en fait une manifestation d'épouses de mineurs à Decazeville. Decazeville, c'est dans l'Aveyron, en 1961. Et en fait, cette grève de 1961, elle a été vraiment très suivie et elle a duré très longtemps. Et en fait, ce qui est vraiment intéressant, c'est que les mineurs occupaient le terrain, mais vraiment à proprement parler, parce qu'ils étaient au fond.
et ils refusaient d'en sortir tant qu'ils n'avaient pas obtenu leurs revendications, pendant que leurs épouses, elles, étaient en haut, à l'air libre, et défilaient en fait, et on voit notamment un panneau qui est totalement lisible sur la photo, et qui dit 1961, Noël inoubliable, parce que les mineurs ont passé Noël au fond, pendant qu'elles protestaient pour qu'ils puissent obtenir de meilleures rémunérations. Cette grève à Decazeville a duré 64 jours, avec 66 jours d'arrêt de travail. 66 jours sans garantie d'être payé. 66 jours sans savoir s'il y aura une issue positive. Certains mineurs restent plusieurs jours au fond, sans apercevoir ne serait-ce que la lumière du soleil. Et c'est notamment par l'action de leurs femmes, ou même des femmes du village, que portent les revendications haut et fort de cette grève qui a pu se solder par une victoire du camp ouvrier. Et à de petites échelles, des phénomènes de sororité sont importants, comme en témoigne Morissette Marquilly par exemple. Je vous dis, il faut partir travailler positif. Si vous commencez, il y avait des filles, vous savez, vous arriviez au travail, il y avait des filles, ils arrivaient, vous voyez leur tête. Oh, je vais pas y arriver. Bah, j'ai dit, t'as pas encore commencé, tu vas y arriver, attends. Moi non plus, j'ai pas encore fait. Si tu pars positive, tu vas bien y arriver, tu vas voir. Puis après, ils disaient, bah oui, t'as raison, t'as vu, ça va, bah oui. La sororité est un terme plutôt ancien, l'équivalent entre sœurs de la fraternité, entre frères. Il a été remis au goût du jour dans les années 70 par les féministes pour parler de phénomènes de solidarité entre femmes. On entend aujourd'hui souvent le terme d'adelphité, qui désigne une solidarité entre personnes, quel que soit leur genre. Liberté, égalité, adelphité. Liberté, égalité, adelphité. Je vous remercie chaleureusement pour l'écoute de cet épisode. Je vous invite à partager ce podcast sur les réseaux sociaux. Hop. Voilà, je vous retrouve. Je vous épargne le générique de fin. Je tiens quand même à remercier Corinne Porte, directrice des Archives nationales du monde du travail, Marie Nuguet, qui est responsable de l'accueil des publics, et Morissette Marquilly, dont l'entretien a été organisé par des étudiants de l'École supérieure d'art appliqué au textile de Roubaix, pour lesquels j'ai eu accès à ces archives parce qu'elles faisaient partie d'une exposition qui s'appelait La fibre féminine, qui est accessible en ligne. D'ailleurs, il suffit de taper lafibreFéminine.fr et on a accès à toute l'expo, qui est plutôt chouette. C'est une exposition sonore, comme ça on écoute plein de témoignages, et j'en utilise certains dans le podcast Matrimoine. Merci en tout cas d'avoir écouté ça. Je ne sais pas si vous avez des questions, quelqu'un n'hésitez pas à me les écrire dans le chat. Le prochain épisode, on sera encore dans la question du travail, mais on va y dériver un tout petit peu parce que ce sera l'entretien de Mélanie Rabette, qui travaille à Procitech, qui est une association qui essaie de maintenir en vie la mémoire des métiers dans les Hauts-de-France, et qui, comme ça, et donc aussi ce travail de transmission, cherche comment on transmet, qu'est-ce qu'on transmet, comment on transmet aussi l'histoire des femmes, quand le travail des femmes était aussi moins visible, voire invisibilisé, mis sous silence, comment est-ce qu'on gère ça, parce que dans le Nord, il y a le textile, dans lequel il y a quand même beaucoup de femmes qui ont travaillé en tant qu'ouvrières, mais sinon, dans les usines, les usines sont quand même majoritairement composées d'ouvriers et non d'ouvrières, et quand il y avait des ouvrières, elles étaient un peu mises sous silence, quoi, ou leur carrière durait moins longtemps, elles évoluaient moins, donc elles restaient moins dans les annales. C'est une problématique d'ailleurs qu'on a entendue par les archives du monde du travail qui parlent de ça de manière assez juste, aussi sur comment est-ce que les femmes ont été mises sous silence. Donc l'épisode sortira dans 2 semaines. J'aurai pas les moyens de le sortir la semaine prochaine, donc samedi en 8. On écoutera cet épisode également sur Twitch, donc le lundi qui suit. En attendant, ce jeudi, il y a un épisode du podcast Dormir qui sort,
que je vous invite à aller écouter. Il sortira ce jeudi. On pourra aussi l'écouter lundi prochain. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très bientôt. Des bisous.